Dans cette vidéo, on va voir quelques rudiments d'arithmétique dans grand Z. Alors à noter que ce qu'on va faire, c'est pour la culture générale, c'est bien plus faible en termes de contenu que ce que vous avez pu faire pour ceux qui ont fait Math Expert. Et l'idée, c'est vraiment juste d'avoir quelques bases d'arithmétique, surtout pour l'utiliser pour l'arithmétique des polynômes en fait. Donc ce qu'on fait ici n'est pas très important et c'est juste pour la culture, disons. Alors commençons par la définition de divisibilité. Bien, on dit que B dans Z est un diviseur de A dans Z également s'il existe un Q antirelatif tel que A égale BQ. Ça, vous connaissez déjà. On note ça, B divise A. On dit aussi que A est un multiple de B. Exemple, moins 3 divise 15, puisque 15, on peut l'écrire comme moins 3 fois moins 5. Ou alors 15 est un multiple de moins 3. Pas de difficulté là-dessus. Quelques remarques. Bien, premièrement, 1 divise tous les entiers. En effet, pour n'importe quel entier, on peut toujours écrire cet entier comme 1 fois A, donc 1 est un diviseur de tous. Deuxième remarque, 0, lui, ne divise aucun entier à part lui-même. Puisque pour tout Q dans Z, 0 fois Q ne donne que 0. Donc on n'aura jamais 0 qui est diviseur d'autre chose que lui-même. Par contre, troisième remarque, tous les entiers divisent 0. En effet, on peut toujours écrire 0 comme B fois 0. Donc tous les entiers sont diviseurs de 0. Petit exemple pour finir, les diviseurs positifs de 24. Eh bien, on les connaît, il y a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Et à noter qu'ils fonctionnent 2 par 2, on peut écrire 24 comme 1 fois 24, donc 1 divise 24 et 24 également. 24 c'est 2 fois 12, donc 2 et 12 sont des diviseurs de 24. C'est également 3 fois 8 et également 4 fois 6. Ok, bon, pas de difficulté sur la définition de divisibilité. On va énoncer ici le théorème de la division euclidienne dans grand N, à noter qu'on le fera aussi dans les polynômes. Considérons A un entier naturel et B un entier naturel non nul. Alors en fait, il existe un unique couple QR tel que, on peut écrire A comme BQ plus R, avec R qui est strictement plus petit que B, donc qui est entre 0 et B-1. Q, c'est ce qu'on appelle le quotient de la division euclidienne de A par B, et R le reste. Alors en fait, c'est la division quand vous avez appris à diviser quand vous étiez en primaire. En fait, c'est cette division-là que vous faisiez. Alors allons-y, regardons un petit exemple. Rappelons-nous de comment on faisait quand on était petit pour faire une division euclidienne. On va poser cette division comme à l'école. Donc dans 67, combien de fois 4? En fait, on se pose dans 6, combien de fois 4? Une fois 4, 4. Donc on enlève 40 à 67. Il reste 27. On se pose la question de dans 27, combien de fois 4? Eh bien 6 fois. 6 fois 4, 24, donc on retranche 24 à 27. Il nous reste 3 et on s'arrête dès que le nombre qu'on a obtenu ici, en fait, il est strictement plus petit que celui-ci. Bien, ça y est, j'ai mon résultat de la division euclidienne de 67 par 4. 67 égale 4 fois 16 plus 3. 16, c'est ce qu'on appelle le quotient. Et 3, c'est le reste dans la division euclidienne. À noter qu'on a aussi la division euclidienne, dès que le nombre de gauche est plus petit, la division euclidienne, elle est triviale. On peut toujours écrire 4 égale 67 fois 0 plus 4, le nombre qu'on obtient ici étant strictement plus petit que celui-là. En fait, dans ce cas-là, le quotient, c'est 0, et le reste, c'est le nombre de gauche. Voilà. Enfin, une remarque sur la division euclidienne. En fait, il y a équivalence entre B divise A, et le reste de la division euclidienne de A par B, c'est 0. En effet, dans ce premier sens, si B divise A, on peut écrire A comme B fois Q, avec Q du coup ici qui sera un entier naturel. Donc en fait, Q c'est le quotient et le reste c'est 0 qui est bien strictement plus petit que B. Dans l'autre sens, justement si le reste c'est 0, ça veut dire qu'on peut écrire A comme BQ plus 0 et donc en fait, effectivement, B divise A. Pas de difficulté non plus là-dessus. On revoit également dans cette vidéo la définition d'un nombre premier. Alors, un entier supérieur ou égal à 2 est dit premier si ses seuls diviseurs positifs, il n'y en a que 2, c'est 1 et lui-même. L'ensemble des nombres premiers, on le note traditionnellement comme ceci. Alors, c'est un théorème, on sait que n'importe quel entier supérieur ou égal à 1, en fait, on peut le décomposer de manière unique sous cette forme. Comme le produit des PI puissance alpha i, où PI en fait ce sont des nombres premiers distincts, 2 à 2, et alpha i ce sont des entiers naturels non nuls. C'est ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers.
Regardons un petit exemple ensemble, on va essayer de décomposer en facteur premier, par exemple 360. En fait, c'est très facile de faire ça, il suffit de décrire 360 comme un produit. Donc par exemple, le premier produit auquel je pense, c'est d'écrire 360 comme 36 fois 10. Et ensuite, je vais continuer à décomposer chacun de mes nombres ici en produits. J'écris 36 comme 6 fois 6 et 10 comme 5 fois 2, et je continue jusqu'à ce que j'obtienne en fait que des nombres premiers. Donc là, 5 est premier, 2 est premier, 6 je peux l'écrire comme 2 fois 3. Et là, du coup, je n'ai que des nombres premiers. Je réécris ça en regroupant en fait les mêmes nombres premiers ensemble. J'ai donc 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 5. Et ben voilà la décomposition en facteur premier de 360. La démonstration de ce théorème, elle est hors programme. En fait, on va en donner quelques idées quand même. Juste pour l'existence, en fait, on va faire une récurrence forte sur n, qui va pas poser de problème, puisque en faisant l'hérédité, bien en prenant le nombre n plus 1, soit il a aucun diviseur supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire qu'il est premier, et donc on peut l'écrire, sa décomposition en nombre premier, c'est lui-même à la puissance 1 en fait, soit il admet des diviseurs, donc on va pouvoir l'écrire comme un produit de A fois B, et utiliser l'hypothèse de récurrence à la fois sur A et à la fois sur B pour les décomposer en produits de nombres premiers. Voilà. Pour l'unicité, c'est un peu plus difficile. Là, pour le coup, il faut avoir fait un peu plus d'arithmétique. Il faut utiliser le lemme de Gauss, pour ceux qui l'ont vu au lycée. Et pour avoir le fait qu'un nombre premier ne peut pas diviser un produit d'autres nombres premiers. Voilà, j'insiste pas plus que ça, on va passer à la suite. Voici un résultat que vous connaissez et que vous avez sans doute déjà démontré. Il existe une infinité de nombres premiers. On va démontrer ceci par l'absurde, en supposant que le nombre de nombres premiers est fini, et on va les noter P1, P2 jusqu'à Pn, ces nombres premiers. Et l'idée est de fabriquer un nombre qui n'est divisible par aucun des pays. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est commencer par produire un nombre qui est divisible par tous les pays, en prenant très simplement le produit. Donc quand je fais P1 fois P2, etc. jusqu'à Pn, celui-ci il est divisible par chacun des pays, et puis je vais rajouter 1. Alors en faisant ça, et ça s'observe très facilement, bien en fait aucun des pays ne va diviser m. En effet, par exemple pour P1, si je regarde la division euclidienne de m par P1, eh bien je l'ai devant les yeux, ici c'est mon quotient, et donc mon reste c'est 1. Puisque le reste dans la division euclidienne de m par P1 c'est 1, ça veut dire que P1 ne divise pas m. Ce raisonnement, je peux le faire aussi pour P2. Quand je regarde la division euclidienne de m par P2, bien j'ai mon quotient qui est égal au produit des pays sauf P2, et donc le reste, c'est également 1. Donc de la même manière, P2 ne divise pas m. Et ainsi de suite, aucun de mes pays ne va diviser m. Pourtant, m devrait s'écrire comme produit des pays, d'après la décomposition en facteur premier, donc au moins l'un des pays devrait diviser m. Ce n'est pas le cas, on aboutit à une contradiction. On a fabriqué ici un nombre qui serait en fait premier, puisque il n'est divisible par aucun des n nombres premiers qui sont ces nombres-là. Ainsi, il est lui-même premier, ce qui est absurde puisqu'on a supposé le nombre de nombres premiers fini et m n'en faisait pas partie. Voilà notre contradiction. On va ici énoncer des définitions, c'est vraiment de l'ordre de la culture, hein, ça ne va pas vraiment nous servir, c'est la notion de PGCD et de PPCM. Alors ce qu'on appelle PGCD, en fait, plus grand commun diviseur de deux entiers relatifs A et B, c'est le plus grand des entiers qui est à la fois diviseur de A et diviseur de B. Alors c'est bien défini puisque si on regarde l'ensemble des diviseurs communs à A et B, bien c'est un ensemble non vide puisqu'il y a un au moins dans l'ensemble des diviseurs de A et dans l'ensemble des diviseurs de B, et c'est majoré également par exemple le maximum entre la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Okay, donc ça existe et c'est ce qu'on appelle le PGCD de A et B qu'on note soit de cette manière-là, soit de cette manière-là, ou encore avec des majuscules. Le PPCM, ou plus petit commun multiple de A et B, eh bien c'est comme son nom l'indique, le plus petit des entiers positifs qui est à la fois multiple de A et multiple de B. Alors pareil, cet entier il est bien défini puisque A et B ils admettent toujours des multiples communs. Par exemple, le produit de AB, donc pris en valeur absolue pour que ce soit positif, et il est minoré par 0. Donc c'est bien... donc ça existe, ce PPCM. On va le noter de cette manière-là, ou encore de cette manière-là, ou avec des majuscules. Lorsque deux entiers ont leur plus grand commun diviseur égal à 1, ça veut dire qu'ils n'ont aucun autre diviseur commun que 1.
Et donc en fait dans ce cas-là on dit qu'ils sont premiers entre eux. Vous devez déjà connaître ce terme. On va terminer cette vidéo en donnant deux méthodes pour déterminer le PGCD de deux nombres. La première méthode, c'est l'utilisation de la décomposition en facteurs premiers. Voyons tout de suite un exemple. Cherchons ensemble le PGCD, par exemple, de 66 et 24. Pour cela, en fait, on va décomposer 66 et 24 en facteurs premiers. Alors, commençant par 66, on peut écrire que c'est 6 fois 11, donc 2 fois 3 fois 11, et ça y est, notre décomposition, elle est finie. C'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 11 puissance 1. Pour 24, on peut l'écrire comme 3 fois 8, et comme 8, on sait que c'est 2 au cube, en fait, notre décomposition, elle est également finie, c'est 2 au cube fois 3 puissance 1. On peut écrire ça également comme 2 au cube fois 3 puissance 1 fois 11 puissance 0 afin de faire apparaître ici dans 66 et dans 24 les mêmes facteurs premiers. Si je cherche un diviseur qui est commun à 66 et à 24, je ne peux pas avoir dans la décomposition de ce diviseur d'autres nombres premiers que ceux qui apparaissent dans la décomposition de 66 et de 24, c'est-à-dire 2, 3 et 11. Je ne peux pas avoir dans ma décomposition en facteur premier de D 5, puisque 5 ne divise ni 66 ni 24. Autrement dit, un diviseur de 66 et 24, il va forcément se décomposer comme 2 puissance quelque chose fois 3 puissance quelque chose fois 11 puissance quelque chose. Et cherchons un diviseur commun et le plus grand possible. On va commencer par regarder alpha, et en fait ce qu'on peut dire c'est que alpha il est forcément plus petit que 1. Puisqu'ici, j'ai que 2 à la puissance 1, si alpha, il est strictement plus grand que 1, eh bien 2 puissance alpha ne peut pas diviser 66. Maintenant, si je regarde bêta, ici, j'ai 3 puissance 1, 3 puissance 1, donc j'ai nécessairement bêta qui est plus petit que 1, car si bêta est strictement plus grand que 1, eh bien 3 puissance bêta ne divise pas ni 66, ni 24 pour le coup. Enfin, si je regarde gamma, eh bien gamma il est forcément nul parce que si gamma est strictement positif, ici comme j'ai 11 puissance 0, eh bien 11 puissance gamma, il ne va pas diviser 24. Ok, donc quand je regarde ces trois conditions, si je cherche à construire le plus grand diviseur, donc je vais prendre à chaque fois le plus grand exposant possible, ici ça me donne 2 puissance 1, fois 3 puissance 1 et fois 11 puissance 0, c'est-à-dire en fait que le plus grand commun diviseur à 66 et 24, c'est en fait 6. Et de manière générale, en fait, quand on considère A et B qu'on décompose en utilisant les mêmes nombres premiers, donc avec ici potentiellement des alpha i et des bêta i qui sont nuls si en fait les pi n'apparaissaient pas dans la décomposition en facteur premier de A ou de B, eh bien on comprend que le plus grand commun diviseur de A et B, eh bien il va nécessairement s'écrire sous cette forme-là, P1 puissance gamma 1 fois P2 puissance gamma 2, etc., fois Pn puissance gamma n, avec forcément les gamma i qui ne peuvent pas dépasser le minimum entre alpha i et bêta i pour que Pi puissance gamma i soit bien un diviseur à la fois de A et de B. Et donc en fait, gamma i, en fait, on va le prendre égal au min des alpha i, bêta i. Donc voilà comment on peut trouver un PGCD en utilisant la décomposition en facteurs premiers. La deuxième méthode, c'est par l'algorithme d'Euclide. On va commencer par énoncer un lemme qu'on ne va pas démontrer en fait ici. Si A et B sont deux entiers dont un au moins est non nul, en fait le PGCD de A et B c'est égal au PGCD de BR, où R c'est le reste dans la division euclidienne de A par B. Donc encore une fois, je ne vais pas démontrer ça, on va juste regarder un exemple. Donc l'idée pour obtenir le PGCD, c'est de faire des divisions euclidiennes successives jusqu'à ce qu'on obtienne un reste égal à 0. Reprenons le même exemple. J'effectue la division euclidienne de 66 par 24. Je trouve 66 égale 2 fois 24 plus 18. Ici, mon reste, c'est 18. Le lemme précédent nous dit que le PGCD de 66 et 24 est égal au PGCD de 24 et 18, donc je vais recommencer une division euclidienne. Je vais effectuer la division euclidienne de 24 par 18. 24, c'est 18 fois 1 plus 6, et le lemme précédent nous dit que le PGCD de 24 et 18, c'est le PGCD de 18 et 6, donc je vais, encore une fois, effectuer la division euclidienne de 18 par 6. 18 égale 6 fois 3 plus 0, et d'après le lemme précédent, le PGCD de 18 et 6, c'est aussi le PGCD de 6 et 0.
Bah, autrement dit, le PGCD de 66 et 24, c'est en fait le plus grand commun diviseur à 6 et 0. Bien, si je regarde les diviseurs de 6, le plus grand, c'est 6, et 6 divise 0, puisque n'importe quel nombre divise 0. Donc en fait, le PGCD, le plus grand commun diviseur à 6 et 0, c'est en fait 6. Ok. Donc en fait, l'algorithme d'Euclide nous fait faire des divisions euclidiennes successives, et le dernier reste non nul dans cette division euclidienne, eh bien c'est lui, le PGCD.